Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, 30 minutes sur la scolarité, sur l'éducation de vos enfants, à chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national. Allez, je me suis trompé, c'est même international aujourd'hui. C'est parti pour le sommaire de cette émission. Le Mag part du côté de Montréal. Et oui, on fait ça une fois par an. Vous êtes de plus en plus nombreux. Il est vrai à faire vos études supérieures outre-Atlantique. Mais comment faire et surtout vers qui se tourner, la marche à suivre? C'est dans un instant avec mes deux invités. Quels sont les avantages d'une expérience hors de France et qui plus est sur le continent américain? Quel type de cursus? Quelle filière aussi? On posera là aussi toutes ces questions. Et puis quelle carrière? Après des études au Canada, quelles opportunités? Que font ceux qui restent? Et puis ceux qui reviennent, vous allez voir que eh bien, cela ouvre véritablement le champ des possibles. On y va. Michel m'avait manqué. Bonjour Michel Glémaud. Vous aussi, vous m'avez manqué. Tous mes voeux. Merci. C'est la tradition, décidément, effectivement, chaque année. On adore vous accueillir. Vous êtes, je le rappelle pour ceux qui ne vous connaissent pas, l'heureuse directrice générale du service de l'admission et du recrutement de cette magnifique université qu'est l'Université de Montréal. On peut dire l'UDEM? On peut dire l'UDEM. Hein, quand on connaît un pour petit les peu, intimes, pour les intimes, c'est l'UDEM. Je fais partie de la famille. Bonjour Louise-Jeanne. Bonjour. Louise-Jeanne Grondin, diplômée, vous êtes française, diplômée donc de cette université. Et vous êtes désormais, on appelle une agente de liaison? Exactement. C'est quoi un agent de liaison alors de l'UDEM? Alors, une agent de liaison. Ça fait un peu espion là, non? On entre dans le vif du sujet là. C'est pareil. Rentrons dans les détails. Agent de liaison, moi je m'occupe de travailler à l'international, notamment lors des événements, rencontrer nos futurs étudiants. D'accord. Également sur le développement. Je m'occupe de l'Europe, mais aussi des liens avec les Outre-mer. Ah bah oui, parce que, et on va en parler effectivement, vous êtes de La Réunion, c'est ça? Exactement, je viens de l'île de La Réunion. J'y suis née, j'y ai grandi. Oui, j'ai mes petites infos, il paraît qu'il y a de plus en plus de Réunionnais qui choisissent le Canada. Exact, c'est une destination très... Et une communauté réunionnaise à l'UDEM là? Oui, ah ouais, avec beaucoup d'événements aussi. Ouais. D'accord. Pour les Réunionnais, mais c'est aussi le cas. On retrouve beaucoup d'Antillais, de Martiniquais, de Guadeloupéens, et en fait, on finit par se retrouver. Je vous confirme, on m'a dit aussi en Martinique. À Montréal. Ouais, à Montréal, pour sa lumière magnifique, sa chaleur l'été, et sa lumière, on va dire, pendant l'hiver. Sa beauté l'hiver. Oui, sa beauté l'hiver. J'ai fait le petit point météo, il fait 1 degré là. Bon, alors vous allez me dire, au moment où on tourne l'émission, c'est le matin chez vous, il fait moins 5 degrés, mais c'est pas grave. Le temps est magnifique, il faut juste bien se couvrir. Pour ceux qui ne connaissent pas l'UDEM, comment vous pourriez, s'il vous plaît, nous décrire en quelques chiffres ce qu'est l'UDEM aujourd'hui? Alors, l'Université de Montréal, c'est déjà une grande institution. On a plus de 67 000 étudiants sur le campus, 13 facultés dans toutes les sphères d'études, droit, médecine, pharmacie. Alors, on a vraiment une très, très grande diversité de formations. On a également 2 écoles affiliées, Polytechnique et HEC Montréal, qui font partie de l'Université de Montréal. Et dans cette belle université, on a un peu plus de 10 000 étudiants internationaux. Alors, qui viennent d'un peu partout, de plus de 130 pays. Ouais. Alors, c'est une belle diversité qu'on retrouve sur le campus. Diversité recherchée, bien sûr, par les étudiants qui viennent d'ailleurs, mais également beaucoup par les Québécois. Ouais. Pourquoi? C'est dans la culture québécoise? Je pense que c'est dans la culture québécoise. On a vraiment une approche très multiculturelle, et particulièrement à Montréal. Et je pense que nos étudiants s'attendent à être en contact avec des étudiants qui viennent d'ailleurs pour confronter un peu les idées. Tant mieux, parce qu'on veut former des jeunes qui vont avoir une pensée globale. Surtout dans le contexte politique où on est ces temps-ci, on en a besoin. On en a besoin. Louise-Jeanne, vous confirmez? C'est ce qui vous a attiré, justement? Exact. En fait, je cherchais ce côté international avec une belle représentation, une ouverture et une diversité. Et c'est ce qui, dans un premier temps, m'a complètement conquis. Avant d'y arriver, mais en y arrivant, ça s'est confirmé. Je recherchais aussi un enseignement de qualité. Et là, ça revient beaucoup, effectivement, le mot de qualité et puis la diversité des enseignements. Vous venez de l'évoquer. Mais alors, c'est l'UDEM qui est venu à vous? C'est vous qui êtes allé à l'UDEM et surtout, comment, depuis La Réunion, sans dénigrer La Réunion, encore une fois, des fois, on a fait quelques émissions et je sais que des fois, les gens se disent « Oh là là, c'est loin, oh là là, comment on fait ?» Vous vous avez dit tout de suite, c'est possible. Oui. Alors, c'est sûr qu'à La Réunion, comme vous l'avez mentionné tantôt, il y a une grosse mobilité de notre petite île vers une autre île, en fait, vers Montréal. C'est en discutant. On a toujours un ami d'amis, le frère d'un camarade de classe. Et puis, il y a un jour, j'ai une amie qui m'a dit « Ah, j'ai trouvé une superbe école. » On était en plein post-bac. Et elle me parle de Montréal.
Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser. Elle y allait, elle, ou pas? Oui. Ah, d'accord, parce que je veux dire, la petite sœur, bon, elle a trouvé l'école, elle n'est pas allée. Bon, moi, j'ai été reçu. On y est allé et elle y est restée. Et alors, comment ça se passe? Comment ça se déroule? Parce que bon, j'imagine qu'on n'a pas tout de suite le numéro de Michel. Qui on contacte? Ça se fait sur Internet, j'imagine. On s'inscrit. Et il y a combien de... Enfin, quel est le processus d'admission? Ok. Alors, en fait, sur la page d'accueil de l'université, j'ai pu retrouver toutes les informations en lien avec chaque programme. Donc, j'ai pu d'ores et déjà avoir une idée concrète de ce programme. En quoi ça va consister? Qu'est-ce que je vais étudier pendant ces années? Oui, parce qu'il y a un peu de choix, là. Ah oui. Ouais. Et puis, de fil en aiguille, une fois que les choix se confirment, il suffit de l'ajouter au panier, de suivre les étapes et l'admission se fait en ligne. Et ça, vraiment, c'est bien plus pratique, surtout en venant de territoires un peu plus loin comme La Réunion. D'accord, il n'y a pas forcément d'entretien en visio ou tout se fait essentiellement en ligne, en tout cas dans un premier temps? Tout se fait en ligne et on est sur sélection de dossiers. Alors, c'est beaucoup plus le dossier académique qui va être regardé dans le cadre d'un étudiant qui voudrait venir après le bac. On va regarder les notes de première, de terminale. Alors, on va regarder les commentaires des professeurs. Et c'est vraiment basé là-dessus qu'on va faire un choix. Alors, fait que c'est vraiment sur le dossier académique qu'on va faire les choix au niveau de la licence. C'est sûr qu'au niveau du master et du doctorat, là, il y a d'autres éléments qui peuvent rentrer en ligne de considération. Comme quoi? Des lettres de motivation, un projet de recherche, des lettres de recommandation d'anciens professeurs. J'imagine que vous avez beaucoup de laboratoires, beaucoup de chercheurs chez vous? Absolument. Ouais, c'est vraiment la richesse qu'on a chez nous. Étant donné qu'on est dans un contexte nord-américain et qu'on est dans une pédagogie inversée et qu'on veut travailler, oui, d'un point de vue théorique, mais on est également beaucoup dans la pratique. Alors, surtout quand on arrive au niveau du master et du doctorat. Vous avez le sentiment, pardon, vous coupez Michel, que c'est ce qui séduit peut-être les élèves, justement, cette pédagogie inversée? Particulièrement. Je pense qu'il y a la pédagogie inversée. Il y a également l'approche, le côté très humain. On n'est pas à l'Université de Montréal, des grandes classes, des amphithéâtres de 1000 personnes, ça n'existe pas. Alors, il y a une plus grande proximité entre l'étudiant et le professeur. Et avec cette approche de pédagogie inversée, on est dans une co-construction du savoir. Mais ça n'existe pas. C'est sous quelle forme, du coup, les enseignements? Parce que moi, je suis de cette école, effectivement, où tu es en amphi, tu as 800 personnes, et oui, tu te dis, ah oui, toi, tu es là, tu lèves la main, toi, tu es là, et le prof fait... Et il est devant 800 personnes, quoi. Non, pas du tout. En fait, la première année, on va être un peu plus en grand nombre. D'accord. On va avoir la possibilité d'avoir des heures de travail dirigé en plus petits groupes. Donc, on va être recoupé pour avoir un contact autant avec le professeur qu'avec un étudiant, un assistant qui va être un assistant à ses côtés. Ensuite, en deuxième et troisième année, là, c'est toute la beauté. Moi, c'est ce qui m'a conquis. L'étudiant va pouvoir être dans une salle où on est en plus petit effectif. Et là, cette proximité, on va toujours la retrouver. Donc, que ce soit dans un amphithéâtre avec 200 personnes ou dans un cours de 40 personnes, on a toujours cette possibilité d'interagir. D'accord. Et quelle est la place du travail en équipe, du coup? Parce que non, je parlais de 800 personnes, c'est juste impossible. Là, justement, c'est la base de la pédagogie de votre enseignement? C'est au cœur de notre formation. Il y a vraiment beaucoup de travaux d'équipe parce qu'on veut que les gens apprennent à travailler ensemble, parce que quand ils vont se retrouver sur le marché du travail, ils vont devoir apprendre à collaborer. Entre autres, dans le domaine de la santé, on va avoir même des cours qui regroupe des personnes provenant de différentes disciplines. Alors, on va avoir un cours sur la collaboration dans le domaine de la santé. Il va y avoir des personnes en médecine, en sciences infirmières, en travail social, en ergothérapie, parce que le but, c'est de mettre le patient au cœur de notre pratique et de voir comment que toutes ces disciplines vont ensemble trouver des solutions par rapport à des enjeux de santé qu'une personne pourrait avoir. Alors, ça semble tellement évident. C'est vraiment quelque chose sur lequel on croit énormément. Ça semble tellement évident. C'est pas facile, mais ça semble tellement évident. Et ô combien logique. Vous avez choisi quel cursus, vous, du coup? Moi, j'ai pris le cursus de sciences politiques. Et il se déroule comment? Et est-ce qu'il y a des ramifications ensuite avec, pourquoi pas, la France?
Oui, bien sûr. En fait, déjà, moi, j'ai fait le baccalauréat et la maîtrise en sciences politiques. Donc, l'équivalent du bac plus 5. Avec votre question sur la France, déjà, il y a des possibilités de faire des séjours à l'international, que ce soit en France ou ailleurs. Il y a aussi cette possibilité de poursuivre ses études par la suite en France ou de revenir travailler. Parce qu'avec les accords entre la France et le Québec, ça donne cette sécurité, cette beauté de bénéficier d'un enseignement. Et vous avez opté pour quoi, vous avez fait quel choix? Alors, c'est-à-dire dans le choix des... C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre cursus là-bas, qu'est-ce que vous avez décidé de choisir? Vous avez continué, vous êtes revenu en France, qu'est-ce que vous avez fait? Alors moi, dans mon cas, c'est un petit peu particulier et ça, c'est mon passage à l'Université de Montréal qui m'a vraiment ouvert l'esprit sur tout ça. C'est qu'après avoir complété ma maîtrise en sciences politiques, j'ai décidé de faire d'autres études. Ces autres études, c'était pas un dos que je tourne à mon précédent cursus, c'était quelque chose que je m'étais toujours dit, mais si j'avais pas fait sciences politiques, j'aurais peut-être exploré ce chemin-là. Et quand j'étais étudiante à l'UDM, je me suis rendu compte que c'est le champ des possibles. Ça m'a permis d'avoir ces compétences en sciences politiques, mais également de m'ouvrir sur le reste. Et finalement, aujourd'hui, j'évolue dans les deux domaines. D'accord. Et vous êtes physiothérapeute aussi? Exactement. Physiothérapeute, donc concrètement, vous soignez d'un côté l'esprit et de l'autre côté le corps, on va dire. Là, vous êtes comme ça, ça nous plaît. La boucle est bouclée. Comment ça se passe le premier jour où on arrive? Parce que, alors bien sûr, on a parlé de la qualité de l'enseignement, et on va le répéter bien sûr, vous êtes... les universités québécoises, canadiennes sont parmi les meilleures du monde. Vous êtes toujours dans les tops régulièrement, ce qui n'est pas notre cas ici, et ça malheureusement on le sait, on fait beaucoup d'émissions là-dessus. Mais comment ça se passe le premier jour où on arrive, ne serait-ce que par l'immensité des structures et tout ça? Est-ce qu'on est un peu perdu? Est-ce qu'on est un petit peu timoré? Comment ça se passe? Est-ce qu'on n'est pas intimidé? Comment on fait? Alors, en fait, le premier jour où je suis arrivée à l'aéroport, j'ai pu bénéficier d'emblée d'une prise en charge. Alors, ça m'a aidée. J'ai pu avoir plein d'informations de part aussi d'étudiants qui viennent nous accueillir. Et puis, j'ai pu aussi bénéficier d'activités mises en place par l'université pour faciliter notre intégration et la découverte du campus. Parce qu'en effet, c'était très grand. Mais... moi, ça me semble comme ça infini, quoi. Enfin, je l'ai vu encore une fois qu'en photo, qu'en vidéo, mais... Mais c'est vrai qu'on est beaucoup... nous sommes une université, mais on a vraiment une approche de grande école. On est vraiment dans un accompagnement. À partir du moment, comme Louise le disait tantôt, à partir du moment où la personne commence à avoir de l'intérêt envers l'Université de Montréal, il y a toute une panoplie de ressources autour du lycéen pour faciliter sa transition. Parce qu'on est très conscient que c'est une très grande décision, qu'on a une multiplicité de programmes et on veut s'assurer d'être là pour accompagner l'étudiant. Alors, que ce soit à travers nos services où la personne peut nous écrire, nous poser des questions, et non, ils n'ont pas mon numéro de téléphone. Mais il y a toute une équipe qui est dédiée pour répondre aux besoins des étudiants. Et juste pour vous donner un exemple, en janvier, c'est une période très intensive pour nous. Et avant de quitter en décembre pour les fêtes, on a repensé toute notre structure pour s'assurer qu'on avait toutes les ressources nécessaires pour répondre à la multiplicité des demandes. Par semaine, on peut se retrouver avec 5000 courriels, mais on a bâti une petite équipe qui est là pour répondre à l'intérieur d'un délai tout à fait raisonnable. À l'intérieur de 2 jours, les gens vont avoir une réponse. Alors, on est vraiment dans cette logique de service rapide parce qu'on est conscient que c'est un choix difficile que de décider où est-ce qu'on va étudier, dans quoi on va étudier. Quand on a 17, 18 ans, c'est un choix complexe à faire que de partir étudier, entre autres, à Montréal. Alors, on est vraiment dans cette logique. Et pendant tout le parcours, même quand la personne va recevoir sa lettre d'admission, rapidement, il va recevoir une communication pour lui dire « Bien, bravo, vous avez reçu votre lettre d'admission. Maintenant,
c'est quoi les prochaines étapes? Voici ce qu'on vous propose. Comment trouver un logement? Comment préparer le dossier pour l'immigration? Comment ça va se passer à la rentrée? Comment faire l'inscription? C'est toutes des choses avec lesquelles on va vraiment être dans une logique d'accompagnement pour être sûr que ça soit le plus simple possible pour l'étudiant et les parents aussi. Il ne faut pas les négliger. Les parents, bien sûr, ils se posent les premiers, des questions. L'étudiant, il y va, il est content, et les parents, ils sont en panique. Ah, exactement. On les connaît. Alors, on veut les rassurer eux aussi. Ouais. En général, ils veulent venir d'ailleurs, mais... Il n'y a pas de souci, on est super accueillants. et trouver. Alors, c'est ça qui est aussi marquant, effectivement, on arrive et on est pris en charge de bout en bout, de A à Z, on est accompagné, soutenu, et ça se fait assez simplement au final. Naturellement même. Je dirais qu'on est choyé. On utilise beaucoup cette expression au Québec. C'est quelque chose qui, moi, m'a vraiment conquis dans la mesure où, quelle que soit votre question... Parce qu'ici, c'est pas ça. Hein. Parce que je me souviens que c'est pas ça. Je pense pas que ça ait changé. Non, mais c'est vrai. Pas du tout ça. Mais bon, allons-y. Et pourtant, c'est plus petit. Alors moi, c'est quelque chose que j'ai découvert... quelle que soit ma question, j'ai toujours pu me tourner vers le service général de l'université qui a pu me rediriger vers la bonne partie. Que ce soit des questions sur mes choix de cours, par exemple mon programme spécifiquement, ou tout simplement un domaine connexe aux études universitaires, à tout ce qu'on peut demander aux étudiants. J'ai toujours pu avoir des réponses à mes questions et très rapidement. Quel est le rythme des cours? J'imagine que ça dépend du cursus que l'on a choisi, mais il y a combien d'heures de cours? Et ensuite viendra la question du budget, parce que je vous vois arriver, vous allez me dire, mais oui, c'est bien, on peut y arriver, mais concrètement, combien ça coûte? Mais pour commencer, quel est le rythme des cours? Et vous, par exemple, est-ce que vous deviez coupler vos cours avec peut-être un petit boulot pour assurer votre train de vie là-bas? Oui. Alors, par exemple, une semaine typique de cours va se composer de 15 heures. À cela, il faut compter le travail personnel qui va varier d'une personne à l'autre. Mais la beauté, c'est que ça permet en effet de prendre un emploi étudiant. Ouais. Alors, 3 heures par jour, en gros, de cours, du coup, c'est ça? Plus le boulot à côté, ok. Et le boulot étudiant. Et ça peut être quoi comme type de boulot? Et est-ce que l'université vous aide justement? Il y a des offres d'emploi? Alors oui. Pour les emplois étudiants, c'est une pratique qui est commune au Québec. Tout le monde va travailler en même temps que ses études et ça donne cette dynamique. En plus, moi, ça m'a beaucoup aidé aussi à apprendre à m'organiser. Par exemple, pour trouver un emploi étudiant, l'université va communiquer également la possibilité de trouver... ça peut être dans différentes choses. Ça peut être, par exemple, aux côtés d'un professeur. Ça peut être aussi un étudiant qui va décider de « OK, je sais que ce bulletin d'offre d'emploi, il existe, l'université va nous le communiquer, mais je peux très bien décider d'aller me balader, de postuler dans un café, dans une librairie ou dans un secteur, en fait... connexe à vos champs d'intérêt. Mais au sein de l'université, il y a en effet des services, il y a des services d'accompagnement. Pour arriver à l'UDM, il y a des services d'accompagnement pour la réussite des étudiants. La beauté, c'est comme nous sommes sur sélection de dossiers, les personnes que nous sélectionnons, nous voulons tout faire pour qu'ils réussissent. Alors, il y a tout un dispositif autour de l'étudiant, que ce soit par rapport à comment se préparer pour les examens, comment, la gestion du stress. Parce qu'inévitablement, quand on sort d'un lycée, on a été dans un contexte très, oui, c'est un très cocon, cocooning. Et là, on arrive, on est seul. Comment qu'on se gère, comment qu'on s'organise. Alors, il y a beaucoup d'ateliers pour accompagner nos étudiants. Et la même chose par rapport à l'emploi. Sur le campus, il y a énormément d'emplois dans lesquels les étudiants peuvent appliquer. Quel type d'emploi, du coup? Moi, je suis curieux. Il y a de tout. Il y a des gens qui travaillent dans les bibliothèques. Alors, juste sur le campus de l'Université de Montréal, on a 27 bibliothèques. Alors, vous imaginez, il nous en faut du monde pour travailler dans toutes ces bibliothèques. Nous, au sein du service de l'admission et du recrutement, on a mis en place une escouade d'étudiants ambassadeurs. Alors, il y a sur les quelques années, les étudiants nous disaient, on avait fait une analyse et ils nous disaient, écoutez, on aimerait avoir un peu plus d'empathie. Parce que c'est vrai que quand c'est un professionnel qui répond, la réponse c'est oui ou c'est non. Et on a repensé notre service et à partir de maintenant, quand quelqu'un rentre en contact avec nous, la première personne à qui il va parler, c'est un étudiant qui, bien sûr, est formé pour pouvoir faire le travail qu'il a à faire. Alors, on est beaucoup plus dans du peer-to-peer. On est vraiment dans du parrainage, dans des étudiants qui sont là pour d'autres étudiants et qui comprennent la réalité de passer à travers ce processus. Alors, ça, c'est un emploi qu'on peut trouver sur le campus. Il y a des emplois dans les animaleries. Il y a de tout.
on emploie énormément d'étudiants sur notre campus avec des salaires tout à fait agréables. Et salaires tout à fait agréables, en parlant de salaire, en parlant de budget. Ça coûte combien surtout? Est-ce qu'il y a des bourses? Ouais. Alors, premièrement, on a la chance d'avoir l'entente qui nous lie entre la France et le Québec. Et cette entente fait qu'un étudiant ayant la citoyenneté française ou belge paye 3 fois moins que quelqu'un qui viendrait d'un autre pays. D'accord. Alors, c'est autour de 5 000 € par année pour un étudiant qui serait au niveau de la licence. Et au niveau du master et doctorat, c'est à peu près autour de 3 000 €. D'accord. Oui, il y a des bourses. Il y a des bourses d'excellence. Peut-être pas le premier trimestre, mais si la personne se démarque dans le cadre de son dossier académique, il peut avoir des bourses d'excellence. D'accord. Vous étiez boursière? Non. Moi, je n'étais pas boursière. D'accord. Et vous connaissez, est-ce que vous y aviez autour de vous des boursiers? Et est-ce que vous avez le sentiment qu'ils ont eu facilement, justement, cette bourse? Est-ce qu'on peut, justement, évoluer dans votre université en étant boursier? Parce que, encore une fois, je me réfère à ce qui se fait ici, c'est souvent le parcours du combattant pour obtenir une bourse, quoi. Bon, après, il faut avoir un très bon dossier, ce qui est normal, encore une fois. Alors, autour de moi, j'ai eu plusieurs amis qui ont pu bénéficier justement d'une bourse parmi le répertoire des bourses qui est aussi communiqué par l'université. Alors, ce sont plein de possibilités qui existent et qui permettent, si on a un petit peu de patience et qu'on jette un coup d'œil, ça en vaut la peine de Parce que la liste est longue. Des financements. La liste est longue pour les bourses, il y en a quand même plusieurs. D'accord. Il y a quand même... ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs qui sont plus... où il y a un peu plus de sous, parce qu'en général, les bourses proviennent soit des centres de recherche ou peuvent provenir de donateurs. Alors, ça dépend vraiment des domaines. D'accord. Mais il y a quand même une belle diversité. Je vous dirais que davantage, les bourses sont plus au niveau des cycles supérieurs, au niveau du master et du doctorat. Mais oui, c'est comme ça c'est ce qu'on offre aux étudiants. Mais en ce qui a trait au budget, étant donné que les frais de scolarité ne sont pas si élevés pour les étudiants français, entre la possibilité de travailler pendant l'année et la possibilité de travailler l'été, parce que pendant l'été, quand l'étudiant, on termine les cours en avril. Fin avril, les cours sont terminés et ils vont reprendre en septembre. Et très souvent, les étudiants vont travailler. Et là, on peut travailler jusqu'à 35 heures semaine. Et les salaires, ils sont bons au Québec. Alors ça, c'est un avantage qu'on a. Mais je vous pose la question, et encore une fois, je vais le dire comme ça, mais je trouve ça, entre guillemets, pas cher, dans le sens où... Pour la qualité. Un, il y a la qualité. Et deux, c'est vrai qu'on a peut-être toujours cette image des États-Unis où tu entends toujours le prix en dollars et que c'est horriblement cher, année après année, et que tu as, bien sûr, tous ces reportages, toutes ces enquêtes sur ces étudiants qui vont s'endetter. Ils n'ont pas commencé leur vie professionnelle et ils sont déjà endettés sur des années, effectivement, pour payer leurs frais de scolarité, leurs études. Là, concrètement, on n'est pas du tout là-dessus. Absolument. Je pense que c'est l'avantage de l'entente France-Québec, parce que si quelqu'un est d'une autre nationalité, on parle de 23 000 $ canadiens. Fait que c'est vraiment, on est dans une autre dynamique. Mais je pense que cet accord que nous avons entre nos deux pays, parce que nous avons une langue commune et que nous voulons continuer à la protéger, cette langue. Parce qu'on est la francophonie, bien sûr. On est tout petit dans l'Amérique à encore posséder cette langue française. Alors, est-ce que toi, tu as pu faire la différence, encore une fois, avec l'enseignement qui est prodigué ici en France? Assez rapidement, tu as vu les différences ou pas forcément, parce que tu n'as pas fait d'études supérieures ici? Tu as vu vraiment un changement en termes de mentalité, de pédagogie? Oui, définitivement. Pour la pédagogie... Au-delà de l'accent que tu as pris. J'étais obligé. Ça nous gagne jusqu'à l'accent, donc ça veut dire que c'est très positif. L'accent réunionnais, plus l'accent québécois, on est bien. Alors oui, j'ai vu définitivement la différence. Aussi, en échangeant avec des amis, on partageait beaucoup nos ressentis. Puis on était dispatchés aux quatre coins du monde aussi. Moi, ce que j'ai vu, c'est... Aussi, une des raisons pour lesquelles le Québec et l'UDM m'ont beaucoup attiré, c'est la pédagogie inversée. Le fait qu'on peut échanger, on peut poser nos questions aux professeurs durant les heures de cours, mais également à l'extérieur. Et aussi, un truc tout simple qui, moi, m'a émerveillée, on peut poser des questions par courriel et on va avoir une réponse. Donc, il y a cette disponibilité et qui vraiment fait la différence. Et également, par exemple, durant les périodes d'évaluation. En fait, quand on va arriver au premier cours, on va nous remettre un plan d'études. On va savoir concrètement qu'est-ce que je vais étudier chaque semaine, sur quoi je vais être évaluée. Puis,
comment je vais être évaluée. Ouais. Donc quand j'avais des examens, etc., je pouvais même consulter ma copie et avoir un retour direct pour pouvoir avoir cette opportunité de m'améliorer et de poser mes questions si certains points étaient un peu... Ce plan-là aussi, Michel, il fait toute la différence. Comme un plan de carrière, au final, il y a un plan d'études. Oui, il y a un plan d'études pour chacun des cours. D'accord. Et à la fin de chacun des cours, les étudiants peuvent également évaluer, faire une évaluation des professeurs. Alors, ce qui nous permet, nous, de notre côté, d'un point de vue institutionnel, de voir quelles sont les améliorations sur lesquelles nous devrions travailler. Et régulièrement, on fait également des évaluations de nos programmes d'études. Alors, on va mettre en place un comité d'experts pour revoir le programme, pour se poser des questions, pour dire qu'est-ce qu'il faudrait qu'on améliore. Et on va retourner poser des questions à nos diplômés pour qu'eux nous disent qu'est-ce que nous devons améliorer. Fait qu'on est vraiment dans une logique d'amélioration continue dans le cadre de nos Surtout, programmes. vous avez une grande famille maintenant, si vous avez 65 000 étudiants. Oui, on a plus de 450 000 là, les alumni, j'imagine que là, oui, effectivement, ça fait Et c'est des alumni qui sont très impliqués, très présents. Qui reviennent quitte à faire une conférence ou à témoigner de leur... Absolument. Dernièrement, j'étais en France cet automne et on a fait un événement avec les alumni. On a réuni plusieurs personnes qui sont revenues nous voir pour nous parler de leur parcours, de ce qu'ils font présentement en France. Alors, il y a vraiment un contact. Alors, il y a un réseau des diplômés qui est très dynamique, très dynamique et un peu partout. Parce qu'au-delà de la qualité de l'enseignement, c'est vrai qu'à partir du moment où tu es à l'étranger, il y a ces liens qui se nouent et souvent, c'est souvent des amis que tu gardes effectivement pour la vie. C'est un network pour la vie. Un network pour la vie, effectivement, et international. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent? C'est quoi les premières questions qu'on vous pose en général quand on vient vous voir, on dit tiens, super, Montréal, l'UDEM, c'est génial, mais qu'est-ce qu'on vous pose comme question quand vous venez ici en France, par exemple? Je pense que... Ils sont étonnés, les gens disent je peux aller faire des études... Premièrement, les gens sont étonnés de voir que c'est possible, tout de suite après le bac français, de pouvoir venir faire un bachelor chez nous. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'il y a la reconnaissance des diplômes, parce que les gens se posent la question, une fois que j'aurai un diplôme à l'Université de Montréal, si j'ai envie de revenir en France ou si j'ai envie d'aller ailleurs, est-ce que ça va être possible? Particulièrement les parents se posent ces questions-là. Je pense que tout le cursus académique également, quand les gens commencent à découvrir le cursus et à voir les cours, moi, ça m'émerveille toujours quand on rencontre des étudiants qui regardent les cours, qui font comme... Il y a tous ces cours dans ce programme. Et ce qu'une de nos étudiantes nous disait, c'est qu'on peut être, comme prenons Louise, elle peut être dans le même programme en Sciences Po, on pourrait être toutes les deux dans le même programme de Sciences Po, mais pas avoir le même parcours, parce qu'il y a tellement de possibilités de spécialisation que toutes ces possibilités-là existent. Alors, fait que c'est beaucoup ce genre de questions qui revient. Parfois, les parents sont un peu inquiets parce qu'ils se disent « Oh là, mais si ma fille ou mon fils part au Québec, est-ce qu'ils vont vraiment revenir? » Parce qu'on est conscient que, bien souvent, quand ils arrivent, ils tombent en amour avec la ville, ils tombent en amour avec quelqu'un, peut-être, de la ville. Bien sûr. Et là, c'est parti pour la vie. Vous avez des nouvelles de ceux qui sont restés là-bas? Qu'est-ce qu'ils font alors? Pour le coup, est-ce que vous connaissez des Français peut-être qui sont restés là-bas ou pas forcément? Oui. Il y en a? En fait, j'ai plusieurs exemples, que ce soit des Français ou des amis de La Réunion, même des amis québécois qui sont restés, qui travaillent et qui sont toujours autant conquis par le système, autant par le système académique que maintenant par leur contexte professionnel. Vous avez des chiffres là-dessus ou pas, Michel? Vous arriveriez à savoir, parmi ces étudiants étrangers, on m'a dit qu'il y en a 10 000, c'est ça? Oui. Par an, vous arrivez à savoir, vous les formez, vous les avez formés, il y en a qui tombent amoureux de Montréal et qui décident de rester? Il y en a beaucoup. On n'a pas des chiffres très précis, mais je vous dirais qu'entre 60 à 70 % des étudiants vont commencer un parcours professionnel. Ça ne veut pas dire qu'ils vont rester pour toujours. Mais les premières opportunités, c'est là-bas. Étant donné qu'il y a tellement d'opportunités d'emploi, il y a beaucoup de personnes. Et comme Louise le disait, c'est que pendant les études, les gens ont également acquis une expérience professionnelle. Notre taux de placement après les études, on dépasse le 90 %. Alors, je pense que c'est ces éléments-là qui font en sorte qu'il y a un grand nombre d'étudiants, particulièrement les Français.
Honnêtement, je comprends. Particulièrement les jeunes Français ont le goût de rester, de pouvoir débuter leur carrière. Éventuellement, il se peut qu'ils reviennent, qu'ils viennent s'installer. Plus qu'on avance dans l'âge, peut-être quand on rentre à la période où on veut avoir des enfants et tout, on va peut-être se rapprocher de la maison, mais le départ, beaucoup d'entre eux vont rester pour le faire au Québec. On parle des études supérieures, mais je sais que pour les petits, il y a beaucoup de parents qui partent parce que l'éducation pour les petits là-bas, et pas seulement pour le sport, c'est assez exceptionnel. Est-ce que les métiers dits professionnels sont valorisés au Québec? Parce qu'il y a tout ce débat ici en France sur... alors je ne sais pas si votre parti, si vous pouvez me répondre, parce que c'est peut-être un enseignement plus académique, mais est-ce que, effectivement, tout ce qui est technique, c'est valorisé peut-être comme en Allemagne? Parce qu'en France, c'est vrai qu'on a du mal à valoriser ce type de métier. Vous savez ça? Oui, c'est valorisé. Et de plus, par rapport à l'université, il y a même des passerelles qui existent entre des programmes techniques. Je vous donne un exemple. Alors, on a un programme technique en design industriel et la personne pourrait, après, se diriger vers le bachelor en design industriel. On a également des techniques en éducation spécialisée. Alors, c'est des gens qui vont travailler avec des jeunes, des enfants, et cette personne pourrait éventuellement se diriger pour un programme en sciences de l'éducation. Alors, on encourage fortement ces passerelles et bien souvent, ces gens qui arrivent avec ces connaissances de technique, ils arrivent avec la passion du sujet. Alors, quelqu'un qui a fait une technique en éducation spécialisée, quand il arrive pour faire un bac en enseignement, ben, il a déjà cette passion de l'enfant. Et alors, ça fait des professionnels tout à fait remarquables. Et cette combinaison, parfois, entre des gens qui ont une formation technique versus une formation plus classique de bac français, ben, ça amène une richesse dans la connaissance, dans le partage. Fait que oui, tout à fait, c'est très valorisé. Pour ceux qui... Alors, ceux qui sont, assurément, ceux qui vous écoutent sont séduits par votre université. Pour ceux qui aimeraient en savoir plus sur Montréal, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire justement pour les convaincre que Montréal, c'est la ville de tous les possibles et surtout, c'est une ville magnifique. Même s'il fait moins 7 en ce moment, moins 7 degrés. Mais Montréal, c'est le champ des possibles. Vous pouvez faire plein d'activités, que ce soit durant l'été ou durant l'hiver. Alors, je sais que c'est un point que vous retenez particulièrement, mais moi, j'ai découvert, par exemple, qu'on pouvait faire du ski de fond, par exemple, au Mont-Royal, qui est juste derrière l'université. Alors, on est à 2 pas, on peut en profiter. Je veux dire, le ski de fond en bas de chez soi, quoi. Bon. En bas de chez soi, le ski de fond. Plus la tonne de neige. La dernière fois que je suis allé à Montréal, à l'aéroport, j'étais là, waouh, mon Dieu, tu veux faire du ski à l'aéroport. Mais c'était magnifique. C'était vraiment magnifique. Mais je vous ai coupé, pardon, allez-y, Louis. Mais non, vous inquiétez pas, mais de par son dynamisme également, que ce soit d'un point de vue académique, comme on en a parlé, d'un point de vue professionnel, Montréal, c'est une ville électrisante. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a beaucoup de festivals, il y a aussi beaucoup d'activités qui vont être organisées. Vous pouvez voir, même s'il fait moins 27, il y aura des gens dans la rue, on va sortir, on va aller prendre un café, on va échanger. Et donc, la vie ne s'arrête pas. Au contraire, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert en venant de La Réunion. Je ne connaissais pas l'hiver. Merci beaucoup, Michel. Merci d'être encore venu nous voir pour vous présenter votre magnifique université. Michel Glémaud, directrice générale du service de l'admission et du recrutement de l'Université de Montréal, l'UDEM pour les intimes. Et un grand merci à vous, Louise-Jeanne Grandin, diplômée de cette Université de Montréal. Vous êtes désormais agente de liaison pour l'UDEM. Un grand merci à vous. Merci. Il reste plus qu'à booker notre billet d'avion. J'ai vu qu'il y a des promos. Là. Je ne ferai pas de pub. J'ai vu ce matin dans le métro qu'il y a une nouvelle compagnie qui fait des prix très discount. Je vois sourire, c'est que vous l'avez vu. Vous avez vu la même pub que moi ce matin dans le métro. Merci à toutes les deux. Merci. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Ciao.